Je vais rapidement présenter Fabrice. Donc, il nous vient de Leuven, donc de Louvain, à ne pas confondre avec Louvain-la-Neuve, en Belgique. C'est un informaticien et je l'ai rencontré lors d'un stage LaTeX où il était venu en tant que participant. J'avais pu remarquer à quel point déjà il posait des questions assez pointues, voire tordues. Et voilà. Alors, nous avons gardé contact, nous sommes devenus amis. Et il m'a fait, comme Patrick, découvrir beaucoup de fonctionnalités intéressantes et très puissantes d'Emacs, dont Org Mode, même si je ne m'y suis pas vraiment mis. Pas encore. Voilà. Alors, finalement, Fabrice est devenu intervenant d'ailleurs au stage LaTeX de Dunkerque. Il a présenté donc LaTeX, la façon d'utiliser LaTeX avec Emacs, et puis donc le mode org d'Emacs. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Il va nous expliquer comment programmer littérairement au moyen justement donc, de ce mode org d'Emacs. Voilà, à toi, Fabrice. Merci beaucoup pour les présentations, Denis et Patrick. Et comme j'avais dit, donc Denis, n'hésite pas à intervenir si tu voyais que j'oublie quelque chose, ou que je raconte des bêtises. Je vais directement retirer la vidéo en fait et partager mon écran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le mode org dans Emacs. Donc c'est une fonctionnalité d'Emacs. Et je vais découper ma présentation en 3 quarts d'heure. Donc il y aura le 4e quart d'heure pour des questions-réponses. Donc le premier quart d'heure, ça va vous présenter un petit peu la syntaxe, les fonctionnalités de base que l'on peut faire avec. Le 2e quart d'heure, ça va être profiter de la documentation logicielle, donc essayer de réaliser le rêve de M. Kanouf, hein, que je prononçais avant Knut, donc de la programmation lettrée ou littéraire, c'est-à-dire de faire de la documentation de code, mais donc que le code soit un morceau d'une documentation faite pour un humain, faite pour une personne. Et la 3e partie, ce sera aller encore un cran plus loin, ce sera d'exécuter, de montrer que les bouts de code que l'on met dans un fichier org, on peut les exécuter dynamiquement ou lors de l'export. Donc la première partie sur la syntaxe org. Donc c'est une syntaxe que je qualifie un peu de très similaire aux syntaxes wiki, Markdown par exemple. Ici, vous voyez un pavé tout en haut. On va voir un petit peu plus loin dans la présentation à quoi chaque élément sert. Donc, il y a une première directive qui est un titre. Donc, on peut mettre le titre du document. Si on ne mettait pas cette directive, il prendrait en fait le nom du fichier comme titre. On peut mettre un auteur. Si on ne mettait pas d'auteur, il prendrait le username qui est défini dans la configuration Emacs. On peut mettre un email. On peut mettre une description et des mots-clés qui vont servir dans HyperRef lorsqu'on va exporter vers du LaTeX. On peut mettre la spécification dans le langage. Ça, c'est surtout utile si on veut faire de l'export vers de l'HTML, puisqu'on va voir plus tard qu'on peut exporter un document org vers du LaTeX, mais aussi vers du HTML et encore d'autres supports, type doc, LibreOffice. Et ici, la spécification du langage, donc ça sert pour l'HTML, ça va aller dans les headers de l'HTML. Dans mon cas, dans ma configuration, je m'en sers aussi pour directement mettre comme il faut le dictionnaire. Donc parce que j'ai mis que langage est égal à fr, quand j'ouvre ce fichier, j'ai iSpell qui se configure, donc il se met automatiquement au langage français. Donc vous voyez ici, de nouveau, en fait, une line mode qui est un peu customisée. Donc j'ai passé des longs moments, des longues journées à configurer l'Emacs pour qu'il me corresponde mieux. Ça fait 22 ans que je l'utilise et donc toutes mes configurations sont disponibles sur Internet, sur GitHub. Donc j'ai un repository fnissen Emacs Leuven que j'ai appelé ma configuration. Donc si vous voulez retrouver exactement les mêmes settings, vous pouvez les chercher là-bas. Ensuite ici, option, la directive option, où on dit que on va utiliser la numérotation des sections et qu'on ne veut pas de table des matières. Donc vous voyez le true et le false ici, hein, le vrai et le faux.
c'est la même syntaxe qu'en Lisp. Emacs est basé sur du Lisp. Et donc, c'est true, vrai, et nil pour false. Et ensuite, quelques directives pour LaTeX, vraiment pour l'export LaTeX. Je dis que quand on va exporter, je voudrais exporter en utilisant la classe report avec l'option French. Et aussi insérer un fichier de configuration de l'environnement listings, puisque j'ai des bouts de code et que par défaut, ils ne sont pas très jolis à lire. Donc, j'ai mon propre fichier de configuration. Le reste, on va voir plus tard. Et pour information, ce document org ici, donc, que j'utilise pour la démonstration, il est aussi dans un repository sur GitHub que j'ai appelé Gutenberg. Donc, org mode, c'est une fonctionnalité d'Emacs qui offre entre autres une syntaxe plain text, donc c'est du texte libre, facile à utiliser pour exporter des documents en LaTeX, en HTML, en LibreOffice, donc en doc, et encore plein d'autres choses. Malheureusement, je n'ai qu'une heure, donc ce sera très rapide. Je ne vous montrerai qu'un petit morceau de tout ce que peut faire org mode. Donc ici, où je vais me concentrer sur les aspects d'export, de documentation, mais ça peut faire aussi des agendas. On peut donc s'en servir comme liste de tâches, etc. Juste, j'interviens rapidement. Vas-y. Les directives, donc title, author, etc., sont très faciles à insérer. On n'a pas besoin de taper tout manuellement, je crois. Exactement, j'allais oublier de le dire, donc tu fais bien d'intervenir. On peut les insérer ici avec la commande org export insert default template, donc si j'invoque. Et on peut insérer même plusieurs modèles. Il y a un modèle pour LaTeX. Donc ici, si j'insère le modèle LaTeX, vous voyez, où il met tous les mots-clés qu'il faut, a priori, pour un export LaTeX. Voilà, donc. Et aussi pour rappel, a priori, tout ce qui concerne, enfin, tout ce que je vais montrer, moi, je vais utiliser, évidemment, que les raccourcis clavier, essentiellement, c'est plus rapide une fois qu'on les connaît. Mais en fait, tout se trouve ici aussi. On peut retrouver absolument toutes les commandes que l'on peut évoquer. On peut les retrouver dans le menu org qui apparaît dès que le document est en document org. Alors, je vous ai préparé un petit document d'exemple pour aller plus vite, pour ne pas commencer à zéro. Et on voit ici uniquement les sections de niveau 1 qui sont affichées. Et on voit un petit caractère ici, un petit triangle. Parfois, ça peut être 3 petits points. Donc, c'est moi qui ai aussi fait une customisation pour que ce soit un petit triangle. Donc, on voit un petit triangle qui veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché. Et donc, on peut montrer. Je vais mettre aussi dans le mode Interaction Log. On va voir au début au moins ce que je tape. Voilà. Donc, on va voir ici en bas ce que je tape comme clé. Donc, si j'appuie sur le Tab, en fait, ça cycle entre différents modes pour cacher, donc plier ou déplier les sections. Je vais faire ici Shift Tab pour vous montrer, il y a 3 états. Je le fais une première fois, ça montre uniquement les titres de niveau 1. Je le fais une deuxième fois, ça montre tous les titres, niveau 1, niveau 2 et suivant. Et je le fais une troisième fois, ça montre absolument tout. Donc tout le texte qu'il y a dans les sections. Je recommence, je continue, voilà. Chaque fois que je fais Shift Tab, ça cycle entre ces 3 étapes possibles. On peut très bien cacher ou déplier ou plier des sections indépendantes. Donc, si on est intéressé à travailler sur cette section-là, on peut voilà, juste déplier ça et on voit la structure du document autour. Donc, ça peut être très pratique. Alors déjà ici, vous voyez que org mode est mis en gras, que plain text est mis en italique. C'est parce que j'ai mis des petits caractères qui sont par défaut cachés. De nouveau, c'est dans ma customisation, je ne veux pas les voir. Ils ne m'intéressent pas, je veux par contre voir l'effet. Donc, quand je mets une astérisque devant une région et derrière, ce qui est entre les 2 astérisques, pour autant que ça ne dépasse pas 2 lignes, va se mettre en gras. Pareil avec les slash, où ça va se mettre en italique. Donc, si je veux ici mettre ceci en gras, je mets une astérisque devant, et je vais mettre ici, je vais terminer LaTeX. Voilà, dès que je termine l'astérisque, il se met en gras. Et moi, je préfère travailler dans le mode invisible. Donc, je vois juste l'effet directement dans le buffer, mais sans voir la petite syntaxe que j'ai utilisée. Donc, vous voyez que c'est très simple comme syntaxe, c'est très joli, c'est très light.
On va voir ici la syntaxe pour les listes. Donc pour les listes itemized, c'est très simple, c'est juste un tiret. J'ai mis ici une liste avec 4 éléments. Si on veut en rajouter un, on peut faire aussi juste simplement meta enter. Alors, je vais expliquer meta enter avant que Denis m'interrompe. Donc la touche meta, c'est la touche alt sur votre clavier. Donc, meta s'appelle meta depuis le début d'Emacs, courant des années 70-80. À l'époque, il n'y avait pas de touche alt sur les claviers. Donc, à l'heure actuelle, sur les claviers modernes, meta, c'est la touche alt. Mais donc, on utilise encore toujours le nom, la dénomination meta, contrôle, meta ou shift, qui sont les 3 modificateurs de touche. Donc, si on fait meta enter, puisqu'on se trouvait à la fin d'une liste itemized, il comprend qu'il doit mettre lui-même directement le tiret, un espace, pour permettre d'ajouter du texte. Donc, on peut faire ça, voilà. On peut déplacer des éléments, donc les mettre en sous-éléments. Donc ici, si je fais meta shift vers la droite, je déplace ces 3 éléments donc en niveau 2. Et on peut faire comme ça encore. Donc ici, maintenant, j'ai 3 niveaux. Hein. Mon premier niveau, mon deuxième, et ici 2 éléments au 3e niveau. Je peux déplacer le niveau 2 ici tout seul. Donc, pardon. Ah ben non, ici, attendez. Donc ici, je peux déplacer en fait en faisant Shift, Meta Shift, flèche vers la droite, flèche vers la gauche. Je peux déplacer un groupe plutôt que de travailler sur l'élément tout seul. Si je fais Meta Shift, je déplace le groupe avec les enfants. Si je fais uniquement Meta Flèche, sans le Shift, je joue sur l'élément tout seul. On a la même idée pour les listes avec des numérotées, où on peut faire aussi Meta Enter pour insérer un élément, et vous voyez qu'il change automatiquement la numérotation. Je peux aussi changer les niveaux. Donc, je vais faire Meta Shift flèche vers la droite. Et vous voyez, pareil, qu'il renumérote correctement tout le reste. Et comme pour les listes non itemized, je peux jouer sur un élément avec ses fils, en faisant Meta Shift, flèche gauche ou droite, ou jouer uniquement sur un élément tout seul, en faisant Meta flèche gauche ou droite. Ceci vaut aussi pour les titres, les sections. Je n'ai pas encore dit explicitement, mais les sections niveau 1 commencent par 1 étoile, un espace. Les sections niveau 2 par 2 étoiles, un espace. Section niveau 3 par 3 étoiles, et ainsi de suite. Je peux faire le même genre de travail, changer le niveau de section en jouant avec Meta et la flèche gauche ou droite. Je peux faire un niveau ici, voilà. Ça devient un niveau inférieur. Et pareil, je peux changer le niveau d'un élément tout seul ou d'un élément des enfants. Donc ici, faisant Meta Shift, flèche gauche ou droite, je joue sur l'élément et ses enfants. Si maintenant je fais uniquement Meta, je remets au niveau 1, voilà. Si je fais uniquement Meta flèche droite, ici, seul cet élément-là change. On peut très facilement changer la structure des sections, des listes itemized, des listes énumérated. Dernier élément que j'aimerais vous montrer, dans les 2 dernières minutes qui me restent sur l'aspect syntaxe, c'est le fait qu'on peut... Fabrice, excuse-moi, tu n'as pas parlé de l'interversion d'item. Ah, effectivement, voilà, merci. Et on peut aussi, effectivement, changer, invertir des éléments. Donc, avec Meta, là, c'est plus flèche gauche et droite, c'est flèche haut et bas. Donc, ici, si je déplace ceci, voilà. Je vais mettre un XXX pour que ce soit bien visible. Là, je déplace l'élément dans la liste. C'était pareil pour les listes. Donc, si je mets un XXX, ça se met en rouge dans ma configuration. Voilà, je peux déplacer des éléments. Et c'est exactement pareil de nouveau pour les sections. Donc ici, condition de test, je vais remonter la structure, peut-être, ce sera plus clair. La condition de test, c'est un titre de niveau 2 qui est à cet endroit-là, derrière équipement. Si je fais Meta flèche vers le haut, je déplace la section entière, hein, donc avec le texte évidemment. Voilà.
Donc, je peux complètement changer la structure. Si je voulais mettre ma conclusion devant l'introduction, voilà, je déplace comme ça simplement. Et donc, tout mon texte est déplacé. Je vais la remettre à la fin, c'est plus logique. Donc, dernière petite chose, les tableaux. C'est quand même un élément important en LaTeX aussi. C'est embêtant à écrire. Donc, on peut facilement rajouter une colonne. Je viens de faire Meta-Shift, flèche à droite pour insérer une colonne. Hein, je peux lui donner un titre. Ce serait, ce serait pour mettre le symbole euro éventuellement. Si je fais Tab, je réaligne. Donc, tout l'alignement des filets verticaux se fait pour que ce soit très lisible. Je peux, donc si je remets ici en euro, et je veux répéter cette valeur sur la ligne suivante, je fais Enter, Shift Enter, ça se répète. Je vais vous montrer maintenant si c'était des chiffres. Si j'avais mis ici par exemple 11, alors la 12, et que je demande de répéter, il va comprendre que c'est une suite numérique et il va répéter en prenant le pas, l'écart qui vaut entre les éléments. J'efface ici, donc ici le pas entre les deux éléments c'est 3. Si je demande de répéter, vous voyez, un peu comme dans Excel quand on sélectionne une région et qu'on l'agrandit. Je peux modifier l'ordre des colonnes avec Meta flèche gauche et droite. Et si, évidemment, ici le lundi, la ligne du lundi, je peux la déplacer vers le haut, vers le bas, tout simplement, avec Meta flèche haut ou bas. Je peux resupprimer la colonne que j'ai ajoutée, voilà, avec Meta Shift flèche vers la gauche. Et je peux rajouter, j'avais mis une formule ici, mais elle a disparu. J'ai dû faire une erreur d'édition. Donc je peux la rajouter moi-même, juste une petite formule pour vous montrer, comme dans un tableur. Je vais vous passer l'explication détaillée de la formule ou la façon de l'écrire. Donc ici, j'écris une formule en ligne 9, colonne 2. Donc puisque mon curseur était là, il a automatiquement calculé le truc. Donc ampersand, c'est pour les lignes, $, c'est pour les colonnes. La syntaxe pour une somme, c'est vecteur somme. Je ne vais pas vous expliquer ici, enfin, je vais expliquer rapidement quand même. Donc, en mettant des moins grand 1 en chiffre romain et moins grand 2, je dis que je veux voir la somme de tout ce qui se passe, de toute la région qui est située entre le filet horizontal, c'est quand on utilise une numérotation latine, on parle des filets, donc je dis tout ce qui est entre, par rapport à ma position courante, le filet précédent, jusque par rapport à ma position courante, le filet encore avant, donc le filet -1 et le filet -2. Donc en fait, je viens de demander de faire l'addition de tous ces chiffres-ci. Donc il m'a fait le calcul, il a inséré 21. On va voir si ça marche, hein, on va changer un peu les chiffres. Alors, on va mettre 453 ici. CTRL-U, CTRL-U, CTRL-C, étoile. Donc c'est une syntaxe particulière, voilà, pour dire de recalculer tous les éléments d'un tableau. Il vient de me refaire le calcul, j'ai 491. Pour information, dans ma configuration Emacs, donc Emacs Leven, si je sauve un fichier, donc ici je vais encore changer quelque chose, je vais mettre 1000, je fais Tab pour aligner, et dès que je sauve un fichier, CTRL-X, CTRL-S, il scanne tous les tableaux qui sont dans le document org, donc, et il réexécute tous les calculs qui sont dans chacun des tableaux. Donc je suis sûr, quand je sauve un document, que tous mes tableaux sont à jour au niveau des calculs. Voilà, donc là j'ai fait un peu le tour de la syntaxe de base LaTeX avec les éléments pour mettre en gras en italique, avec les listes itemize, enumerated, avec un tableau. Et je vous ai montré les possibilités donc, de changer l'ordre des lignes, des colonnes, des sections. Donc la chose suivante naturelle à ce stade, c'est de vous montrer qu'on va exporter ceci comme un fichier LaTeX. Donc, pour l'export, de nouveau, tout est dans les menus ici. Hein. Voilà, l'export, je vais vous montrer.
si je retrouve, parce que j'utilise jamais ces menus. Voilà, l'export ou le publish, c'est CTRL-C, CTRL-E. Donc, CTRL-C, CTRL-E. J'arrive à un menu où je peux exporter vers plusieurs choses. Donc, je peux exporter en tant qu'HTML, en tant que LaTeX, en tant que Markdown, en tant que fichier ODT, en tant que plain text, si je veux, voilà, en tant que fichier ASCII, qui va un petit peu changer la syntaxe. La seule chose que je vais vous montrer ici, c'est le CTRL-S, je vais vous l'expliquer. Donc, on peut changer le scope de l'export. Donc, par défaut, quand on exporte tout le document, mais on peut aussi, en appuyant sur CTRL-S, je vais le faire voilà, pour vous montrer, exporter juste un sous-arbre. Donc, par rapport où je suis avec mon curseur, je vais juste exporter le sous-arbre. Bon, ici, moi, je vais demander d'exporter tout le buffer. Après, on voit donc en bleu ce qui est à sélectionner. Donc, si je veux aller dans le menu LaTeX, je dois presser la touche L, c'est ce que je fais. Et maintenant, j'ai 4 menus suivants. Je peux presser grand L, petit P, petit O. Grand L, c'est ce que je vais faire, c'est pour vous montrer. Ça va ouvrir un buffer, c'est la terminologie dans Emacs, donc une fenêtre, qui ne sera pas sauvegardée comme fichier, donc c'est juste un tampon. Et je vais donc parler toujours de buffer dans la suite. Il va ouvrir une fenêtre donc avec le code LaTeX qui correspond à mon fichier org. Si je fais petit L, il va sauver ça comme fichier. Donc dans ce cas-ci, il irait créer un fichier, puisque mon fichier s'appelle readme.org, il irait créer un fichier qui s'appellera readme.tech, qui sera sur le disque dur. P, ça veut dire qu'il va faire la sauvegarde du fichier .tech et qu'il va appeler derrière les outils de processing pour générer un PDF. Dans mon cas, ce sera LaTeX MK. Et O, dernière option, il fait toute la chaîne, donc il génère un fichier TeX sur disque. Il va derrière processer pour générer le PDF correspondant et il va l'ouvrir avec l'application qui est déclarée pour ouvrir le PDF. Donc, je vais vous montrer ici grand L. Alors j'ai des bouts de code, etc. Donc il essaye d'exécuter. Je vais vous les montrer juste à la fin de la présentation. Et donc voilà le résultat de cet export du document org ici en document LaTeX. Donc vous voyez, j'avais bien ce que j'ai mis tout à l'heure, le fait que j'utilise la classe report avec l'option French. Il y a toute une série de packages que j'ai définis par défaut. Il y a mon import ici de mon fichier de config listings, l'auteur et la date qui sont ici, enfin, l'auteur qui est là. J'aurais pu mettre date, mais d'ailleurs je ne l'ai pas mis. Donc par défaut, il prend tout D. Le titre, donc, qui était ici. Et des éléments pour hyperref, donc mon nom, les keywords, les subjects, qu'on voit ici, ainsi de suite. Et alors ici, donc, en tant que chapitre, donc mon introduction, puis le chapitre avec équipement et test et les sous-éléments, etc. derrière. Voilà. Alors, juste pour votre information, ici, j'avais mis des tags no export et archive. Pourquoi? Donc, no export parce que je ne veux pas, à ce stade-ci, exporter ces chapitres-là. Je vais vous les montrer juste maintenant dans le deuxième quart d'heure. Et archive me permettait de, quand je fais le Shift Tab pour voir le contenu, que ces sections-là restent totalement fermées, donc on ne les voit pas. Elles sont complètement cachées, donc leur contenu est vraiment invisible lors de l'export. On va faire l'export en tant que fichier PDF. Donc on va ouvrir, donc je vais faire ici L, et cette fois-ci O, pour générer le fichier texte sur disque, pour le faire processer. Donc là, voilà, là il vient d'être généré. Maintenant, Emacs processe le texte pour générer un PDF. Et dès qu'il sera prêt, il va ouvrir mon browser, voilà. Ça, mon application, qui est Sumatra PDF. Donc voilà le document qu'il a généré. Avec mon chapitre 1, l'introduction. Mon chapitre 2, équipement et tests. J'avais un chapitre là que j'avais inséré pour les tests, ici. Voilà, mes listes itemized plutôt. Liste numérotée. Mon tableau. Voilà. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, en fait, c'est que, oui, tout à l'heure, c'est que j'avais bypassé ça dans la présentation. En fait, je peux, d'un tableau à un autre, je peux faire référence à une cellule. Donc, j'avais mis un deuxième tableau où je disais d'aller chercher la valeur du premier tableau.
Je vais quand même le montrer très, très rapidement. Donc, j'avais donné un nom ici à ce tableau-ci, hein, dont le résultat était 1490. Et dans un autre tableau plus loin, je dis, voilà, tu allais mettre en cellule ligne 1, colonne 2, l'information qui vient en fait de mon tableau, dernière cellule, dernière ligne. Et donc, le 1490, il a été cherché de ce tableau-là. Et je faisais encore, ici, je rajoutais une TVA à 20%, et donc je refaisais un calcul derrière. Et donc, si je modifie ici de nouveau tout, je fais la sauvegarde de mon fichier, comme je vous expliquais, le document est scanné, tout mon fichier org est scanné, et tous les tableaux sont recalculés. Donc voilà, partout j'ai la cohérence de chiffres. Donc ça, c'est quand même extrêmement puissant, plutôt que de jouer avec des fichiers dans un tableur et puis de devoir faire des exports. Et voilà, pour que tout soit à jour, ou de jouer avec un makefile, ici, c'est dans un seul fichier, j'ai rien d'autre, et tout est dynamique. Et voilà, ça c'est ma présentation de bouts de code de manière un peu plus jolie. Donc c'est pour ça que j'avais un fichier de configuration de listings. Et pour votre information, j'ai exécuté tout ceci pour faire la présentation. Donc, si vous voulez refaire la présentation avec mon fichier d'exemple, il faut évaluer toutes ces expressions Emacs pour avoir exactement le même résultat que moi. L'export LaTeX, on vient de le faire. Je vais quand même juste vous montrer qu'on peut exporter en HTML aussi. Donc, avec ici l'option H. Et je vais directement faire le petit O pour sauver comme un fichier HTML et l'ouvrir dans le browser. On va voir ici le premier résultat sans valeur par défaut. Ce sera une page un peu des années 90, au début d'Internet, c'est-à-dire avec sans CSS quasiment ou un CSS assez basique. Et on peut, donc pour l'exemple ici, insérer des CSS particuliers. J'ai écrit un thème que j'ai appelé Big Blow. Je vais directement réactiver l'export. Donc, il donne un certain CSS au fichier HTML produit. On va voir le résultat. Voilà. Donc, ici, où chaque section de niveau 1, chaque chapitre est un onglet séparé. J'avais prévu aussi là un peu des possibilités, comme dans l'Emacs, de pouvoir plier ou déplier. Voilà. Et j'en ai un autre que j'ai créé. Donc, tout ça se trouve aussi sur GitHub. Read.org. Voilà. Et je réexporte en HTML. Donc là, une façon très différente. Là, ce sera tout dans la même page. Voilà, comme ceci. Et si je mets ici stock à T, donc true, je vais avoir la table des matières et on va voir le résultat. Donc avec read.org, la table des matières va apparaître à gauche dans un menu qui est contextuel. Et donc ici, chaque fois que je descends, en fait, en fonction de ce qu'on vient de passer, de l'endroit où on se trouve, on voit un menu qui montre où on se trouve dans la progression, un petit peu comme les slides de Beamer. Donc c'est très agréable à lire, c'est très lisible. Voilà, donc ça c'était pour l'HTML, je vous montre ça aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer maintenant uniquement sur l'aspect LaTeX. Et on va passer donc au deuxième quart d'heure. Excuse-moi, Fabrice, tu ne voulais pas montrer l'export vers LibreOffice aussi rapidement? Non, j'ai pas fait ce qu'il faut pour que ce soit concluant. Ok. Et je manque de temps en plus. Je suis en train de déborder là. Mais donc on sait faire aussi, voilà. Mais dans ma configuration, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas préparé la démo. Mais donc on sait aussi générer un document LibreOffice dans lequel on saurait même mettre du styling aussi. Donc on sait exporter voilà du org aussi vers du ODT. Qu'on peut ouvrir avec aussi avec Microsoft évidemment, donc puisque malheureusement c'est la plupart des gens qui ont ces logiciels, donc ça c'est aussi s'ouvrir donc sur Word. Donc ici je vais enlever mes deux tags archives et no export pour pouvoir enfin vous montrer le contenu de cette section. Donc voilà, on arrive dans la programmation lettrée ou littéraire.
qui consiste, donc inventé par Kanouf, qui consiste à écrire la documentation sous le code source en même temps et dans un même lieu que le code. Donc si j'ai retrouvé une citation enfin c'est Patrick qui m'a envoyé cette citation en fait de Kanouf, qui dit voilà, je crois que le temps est venu pour l'amélioration significative de la documentation des programmes et que le meilleur moyen d'y arriver est de considérer les programmes comme des œuvres littéraires, d'où mon titre programmation lettrée. Nous devons changer notre attitude traditionnelle envers la construction des programmes. Au lieu de considérer que notre tâche principale est de dire à un ordinateur ce qu'il doit faire, appliquons-nous plutôt à expliquer à des êtres humains ce que nous voulons que l'ordinateur fasse. Celui qui pratique la programmation lettrée peut être vu comme un essayiste qui s'attache principalement à exposer son sujet dans un style visant à l'excellence. Tel un auteur, il choisit avec soin le dictionnaire à la main, les noms de ces variables, en explique la signification pour chacune d'elles. Il cherche donc à obtenir un programme compréhensible parce que ces concepts sont présentés dans le meilleur ordre possible. Cette dernière phrase, le meilleur ordre possible, je voulais vous la lire parce que elle aura du sens dans ma démonstration. Donc l'idée, c'est que plutôt que de mettre un petit peu de doc dans du code, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre des commentaires dans un fichier code, ici c'est l'inverse. On a un document et dans ce document, on va insérer des morceaux de code et on va les regrouper. On va demander que ça régénère un fichier qui sera lisible pour la machine. Il y a deux concepts dans la programmation lettrée. C'est des noms que vous ne connaissez pas. Celui-là est important pour la suite de la démonstration. Donc, il y a le premier, ça s'appelle weave, c'est tisser, c'est-à-dire c'est exporter le fichier org en entier comme une documentation. C'est ce qu'on vient de faire quand j'ai exporté en HTML ou en PDF via la tech. Donc, c'est simplement l'export. Et la deuxième, le tangle, et c'est le nom d'une commande org, donc c'est pour ça qu'il faut retenir un peu ce terme-là, tangle. Donc, ça veut dire extraire les blocs de code source pour générer le fichier entrelacé qui va être formaté pour la machine. Donc, pour être compilé plus tard ou exécuté par la machine. Donc, l'aspect weave d'export, on l'a fait, donc c'est avec la commande CTRL-C, CTRL-E. On va se préoccuper maintenant de l'aspect tangle. Donc, je vous ai ici fait un petit exemple. Voilà, j'ai un bloc de code, source, c'est du LaTeX. Alors, pour le voir s'afficher lors de l'export dans le PDF, il faut que je dise, voilà, exports, donc c'est une directive, il y a toute une série de directives qui sont possibles à mettre. Donc une directive où je dis, voilà, je veux que tu exportes le code. Donc le code sera affiché dans le résultat. Et on va tout de suite dire, ici, qu'on veut maintenant tangler, donc je vous avais dit, tangle, il faut retenir ce mot-là, donc extraire ce bloc et le mettre dans un fichier. Donc je marque la directive tangle et je vais lui donner le nom ici, on va l'appeler démo tangle.tech. Pour tangler, il faut appeler la commande org tangle, voilà, qui est, vous voyez ici, CTRL-C, CTRL-V, T ou CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Donc je vais l'appeler. Et il vient donc de tangler, c'est-à-dire d'extraire ce bloc et de le sauver dans un fichier qui a ce nom-là. On va vérifier tout de suite sur le disque. 3, voilà, et on va aller là. Donc, mon fichier de démo, il est là. Donc, malheureusement, évidemment, en 13 points, on ne voit pas tout sur une ligne. Donc, je viens de tangler donc ce bloc de code-là. Il vient de le créer ici dans démo tangle.tech. Donc, il a simplement voilà, recopié ici un bloc. Il l'a sauvé dans un fichier. Donc, c'est ce qu'on pourrait faire avec les DTX pour les personnes d'entre vous qui écrivent des classes. C'est ce qu'on peut faire avec les DTX, sauf que dans les DTX, donc, vous présentez morceau par morceau, mais on va le faire aussi, évidemment. Donc, c'est pas, on ne doit pas mettre tout gros fichier, on peut mettre des morceaux de blocs de code pour les exporter. Donc ici, je vais couper justement ce bloc en sous-blocs avec CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V pour démarquer. Et je vais en faire 3 morceaux, par exemple. Je vais le couper, je sais pas moi, ici peut-être. Mais ici. Voilà. Donc ici, cette fois-ci, maintenant j'ai 3 morceaux, 3 blocs de code différents.
Et je vais, donc si je les documentais, je mettrais sans doute des sous-titres, hein, sous-titres, et je mettrais une explication devant qui disent voilà, enfin, on commence par document class. Alors je vais mettre ici d'ailleurs des tildes devant et derrière. Et ça fait, on voit que ça change un petit peu, c'est en vert foncé. Et ce sera exporté comme du LST inline. Ici, je mettrai vraisemblablement un autre sous-titre. Titre. Je pourrais être un peu plus fonctionnel. Et ici, voilà, le chapitre. Là, ce serait début doc, en fait. Et là, ce serait... Ça sera un peu plus lisible. On peut évidemment donc intervertir l'ordre, puisqu'on veut expliquer de manière pédagogique pour le lecteur. Donc le but ici de toute cette formation lettrée, c'est de faire un document pour un lecteur, donc pour un humain. Donc on pourrait, voilà, si ça avait un certain sens, on pourrait, ça a moins de sens avec mon exemple, mais il y a plein d'exemples où ça aurait du sens, où on explique d'abord une certaine fonction, puis une autre, et après on veut reconstituer simplement l'ensemble dans un fichier à produire. Donc si je faisais ceci, donc que j'intervertis mes blocs de code et que je refais le tangle, ce qui va se passer, voilà, c'est que malheureusement, il inverse l'ordre de mon fichier résultat, puisqu'il scanne simplement le document org et il va mettre les blocs de code dans demotangle.tech dans l'ordre chronologique du document. Donc si je veux éviter ça, dans ce cas-ci, je vais donner un nom, c'est une des solutions, donner un nom au code. Donc je vais l'appeler ici début doc. Le suivant, je vais l'appeler préambule. Et le suivant, je vais l'appeler chapitre. Et alors j'avais déjà prévu ici, il y a un autre nom de fichier, donc je vais, oui, dans ce cas-ci alors, je vais retirer je vais retirer ce tangle ici, je vais les effacer. Alors, je remplace ça par rien. OK, yes, yes, yes. Et donc, c'est dans un autre bloc où je dis que je veux tangler vers le fichier démo tangle. Et donc là, je veux avoir d'abord le préambule. Puis, je veux avoir début doc. Et enfin, je veux terminer par chapitre. Voilà, donc je viens de dire à ces blocs de code-là qu'il ne faut plus les tangler directement. Donc il n'y a pas de tangle ici. J'ai un quatrième bloc qui, lui, va tangler ces morceaux-ci vers le fichier demotangle.tech qui est là. Vous voyez que j'ai une nouvelle directive qui est NoWeb à yes. Ça veut dire d'interpréter ici ceci, la syntaxe particulière. Donc chevron plus petit, un nom, puis plus grand, comme étant une référence, donc le nom d'un bloc de code. Donc ici, je lui dis, attention, il ne faut pas recopier ça tel quel, il faut recopier ça, enfin, il faut aller lire ce bloc-là, comme une macro un peu, donc aller lire ça et remplacer, et remplacer ceci par le contenu, celui-ci aussi et celui-là aussi, avant de faire le tangle. NoWeb fait référence à des packages que j'ai utilisés il y a 20 ans. Donc, quand je faisais de la programmation littéraire sous LaTeX, directement, donc j'ai utilisé dans le temps NuWeb et NoWeb. Donc, ils produisaient les mêmes effets que ce que je vous montre ici avec Org. Donc, où je faisais exactement ça. Je faisais de la documentation et j'avais des bouts de code intégrés. Et donc, ce NoWeb vient de cette terminologie, fait référence à ces packages LaTeX qui existaient. Donc, je vais vous montrer le résultat et je vais peut-être ajouter, pour que ce soit directement visible, en fait, un petit peu de choses en plus. Comme ça, on verra tout de suite que c'est... Voilà.
ou bien un nouveau tangle que je réalise. Voilà. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Voilà. Donc j'ai mis ici, il a inséré un commentaire, puis le bloc préambule, puis un espace, puis un nouveau commentaire, le bloc début doc, puis il a une chose avec chapitre. Si je mettais NoWeb à No, donc qui serait le défaut, en fait, si j'avais pas mis NoWeb à Yes, ça reviendrait au même que de faire NoWeb à Yo. NoWeb à No, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Je vous montre, voilà, on aurait dans ce cas-là le fichier qui serait exporté, mais voilà, comme s'il n'y a pas de référence. Donc là, il interprète comme du texte brut. Donc si je donne des noms, je dois absolument mettre NoWeb à Yes pour qu'il interprète ça comme des références vers des blocs. Je peux faire de l'indentation ici pour vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite le résultat, ce sera plus parlant. Voilà. Donc, tout ce que je mets comme préfixe devant le nom d'un bloc, ça va être répété sur chaque ligne du bloc. Donc, ça me permet comme ça de faire des indentations. Et aussi, éventuellement, ici, par exemple, si je voulais mettre ceci en commentaire, voilà, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Voilà. En fait, il va mettre le symbole que j'ai mis, donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Si je mettais A, B, C, D, E, ce serait une chose. Voilà. Il répète tout ce qui est devant le bloc, devant chaque ligne. Donc ça permet de mettre en commentaire, de mettre en indentation directement. Et donc, vous voyez, grâce à ce système, on peut décrire. Je vais exporter en LaTeX, comme ça, ce sera plus facile à lire aussi. Donc, grâce à ces systèmes, on peut faire des blocs de code, les expliquer et les exporter dans n'importe. Donc, les exporter en tant que document, ce que je fais maintenant, mais aussi faire le tangle, c'est-à-dire extraire tous ces blocs de code pour générer un fichier qui va être lu par la machine. Ah oui, ici j'ai mis la table des matières. Voilà, donc ici, le document, voilà, donc je viens de faire l'export ici, hein, donc le document, avec mes blocs, donc où j'explique d'abord le début du doc, puis seulement celui-là après, donc dans l'ordre non logique, mais le fichier généré, lui, est logique, et donc on le voit là, le fichier généré, puisque j'ai demandé aussi de réexporter ça. Donc voilà ce qu'il a généré pour la machine. Alors on serait censé déjà arriver aux questions. Je vais essayer de montrer la dernière partie que j'avais prévue de manière assez rapide, pour laisser un peu de place aux questions quand même, pour vous montrer qu'on peut allez, donc je viens de vous montrer un petit peu l'équivalent des DTX pour LaTeX, donc de la documentation littéraire. On peut aller un cran plus loin et mettre des bouts de code de à peu près n'importe quel langage dans le fichier org et de les exécuter. Donc ici, j'ai un bout de code que j'ai appelé +2 x 2, qui est écrit en Python, où je déclare avoir une variable x avec une valeur par défaut de 13. Et donc le code, ce qu'il fait, voilà, il prend donc résultat, c'est égal à x plus 2. Donc si je prends 13, ça ferait 15. Et il multiplie après ce résultat par 2. Donc ça ferait 30 et il retourne le résultat. Alors je peux exécuter cela dans mon fichier org, dans mon buffer. J'ai un raccourci clavier, c'est E. Donc il y a une commande execute qui est appelée. Donc quand je suis sur ici, juste devant le dièse plus begin, je fais E, il exécute, et donc on voit le résultat qui s'affiche, 13. J'ai mis 20, je me replace devant, je réexécute, j'aurai 44. 20 plus 2, 22 x 2, 44. Ici, j'ai mis export à both, ça veut dire que je veux voir dans le LaTeX, je voudrais voir et le code et le résultat. On va exporter le fichier LaTeX. Je vais mettre tout de suite la prise. Je vais brancher là. Alors, voilà. Et donc, le fichier LaTeX, voilà. Donc ici, on avait le code qui est exporté.
et le résultat du code. Donc ça, c'était un bloc de code Python. J'en ai écrit un autre en Lisp, en Emacs Lisp, que j'appelais x3. Et donc x3, c'est voilà, en Emacs Lisp, c'est voilà, parenthèse, astérix 3x. J'aurais pu donner à la variable x une valeur par défaut quelconque, codée. Et en fait, je me dis ici que je prenais la valeur retournée par l'exécution du code plus 2 fois 2. Donc dans ce cas-ci, c'est 44. Donc si j'exécute ici ce bout de code-là, 44 fois 3, ça fait 132. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut écrire, on peut insérer des blocs de code de langage complètement différents. Ici un Python, là un Emacs Lisp, je pourrais mettre du Awk, du Shell, faire vraiment, il y a au moins une trentaine de langages différents qui sont supportés, du R, que je vais vous montrer après. Et je peux les enchaîner. Donc, je peux avoir un bloc de code parce que c'est plus facile à écrire en Python qui va faire un certain calcul. Et puis, parce que j'ai plus facile à écrire un autre traitement en Emacs Lisp, je vais voilà, processer le résultat de celui-là en Emacs Lisp et il va me fournir un autre résultat. Donc, on peut vraiment faire une chaîne comme ça. Et ça reste documenté dans ce document-ci. Donc, j'ai tout dans ce document. J'ai la documentation, donc toute l'explication autour. J'ai mes données de base, ça pourrait être du SQL aussi, donc je pourrais chercher l'information dans une base de données SQL en live. Donc, je pourrais générer, ça pourrait être l'information qui vient d'un tableau qui est documenté dans le fichier org. Et donc, je peux tout avoir, c'est vraiment un ensemble, toute la connaissance se retrouve dans un seul fichier. Je n'ai pas de makefile, et j'ai mes blocs de code, ma documentation de ces blocs de code, toute l'explication et les résultats. Donc, pour une thèse ou pour une recherche, quelque chose où on veut montrer un certain résultat et avoir toute l'explication, tout se trouve dans le même fichier. Donc, c'est ce qu'on appelle reproducible research. Et ici, voilà, je voulais vous montrer un dernier exemple de bloc de code que je vais l'exécuter aussi, on va voir ici, où j'appelle plus 2 fois 2 en spécifiant la valeur de x. Donc, la valeur par défaut, c'était 13, ou j'ai changé tout à l'heure à 30, si je me souviens bien, à 20. Et ici, donc, je dis, en fixant x à 10, fixant x à 20 ou à 30, et de m'exporter, donc c'est du LaTeX, de m'exporter ça, et donc il m'exporte un environnement itemize avec le résultat de l'exécution de plus 2 fois 2, avec différentes valeurs de variables. Donc, je vais produire le résultat juste après, une dernière fois. Et le dernier point, donc ici, un exemple de code R, qui est un langage statistique, et qui produit un graphique. Donc ici, j'ai une autre syntaxe. Je dis que le résultat sera un graphique et de le stocker dans ce fichier-là. Et donc, il va me faire un dessin où il va me montrer en abscisse de 1 à 10 et en ordonnée le résultat de 1 à 10 au carré. Donc, on va l'exécuter. Voilà, et donc on a les carrés de 1 à 10 en graphique. Et je vais exporter ceci en LaTeX. Et j'aurai terminé ma démonstration. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de LST inline. Donc, en ayant mis des tildes, ici, voilà, c'est LST inline si on regarde dans le LaTeX. Donc, on voit bien la fonte qui est une fonte non proportionnelle qui est utilisée. Voilà, il a fini. Donc ici, le résultat de mes calculs, hein, enfin, donc l'export de mon 24, 44, 64, donc qui est l'exécution de ce bloc de code-là. Donc à chaque fois, je peux dire, hein, est-ce que je veux voir le bloc uniquement, le résultat uniquement, le bloc de code et son résultat, ou rien du tout. Hein, donc voilà, on peut cacher du code, on n'est pas obligé de l'exporter. Donc pour chaque code bloc, on peut décider ce qu'on en fait. Donc ici, j'avais demandé, d'ailleurs celui-là, j'avais que le résultat que j'avais demandé d'afficher, pas le bloc. Ici, j'ai demandé le bloc et le résultat. Et ici, tiens, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas le graphique qui est inséré dans mon document. Tiens. C'est truc bizarre, faut que je vérifie. Alors qu'il est bien là. Je crois que c'est parce que tu n'as pas recompilé. Si, je l'avais quand même fait. Attends, résultat, output graphics.
je pense. Je vais le refaire. Voilà. Donc, je vous ai montré extrêmement rapidement. Je suis désolé, c'est un peu à l'arrache, parce que je voulais essayer de montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire dans cet aspect de programmation littéraire et d'exécution de code. Voilà. Ce qu'on pouvait faire avec Ormod. Donc, je suis disponible pour vos questions maintenant, s'il y en a.